Allô, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, donc là, on va parler de finances aujourd'hui, mais j'aimerais ça que d'abord, tu te présentes un peu pour que les gens sachent tu es qui, parce que moi, je te connais bien. Comme je t'ai dit avant qu'on commence, je t'écoute depuis comme au-dessus de 3 ans. Mais là, pour ceux qui t'ont jamais vu, qui savent pas t'es qui, présente-toi. Ben, je suis Alex Demers, je suis président de la firme Traders 360. En fait, c'est une compagnie que j'ai créée pour gérer mon propre portefeuille en bourse. J'offre également des formations sur le courtage en ligne, donc comment investir par vos propres moyens. Donc, autant les plateformes de courtage, les actions, les FNB, tout ça. Puis également, j'offre de la consultation d'entreprise qui consiste un peu en autant la gestion opérationnelle, gestion financière, fiscale et tout ça. Évidemment, je ne suis pas tout seul là-dedans, j'ai une équipe de professionnels, mais c'est un peu ça, en gros. Puis là, tu as écrit un livre aussi. Yes, je viens de faire ça. Puis il est sorti. En fait, je l'ai écrit l'année passée, donc OK. en 2023. Puis là, il va sortir officiellement en librairie le 9 avril. OK. Puis est-ce qu'on va pouvoir le trouver en n'importe quelle Oui, librairie? que ce soit Renaud-Bré, Archambault, Indigo et compagnie, il va être partout. Parfait. Puis tu peux-tu nous dire justement, tu sais, le livre s'appelle Les règles du jeu. Tu peux-tu nous dire en plus c'est quoi un peu plus? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre-là? Les règles du jeu, c'est un peu en fait expliquer un peu les notions de base, les concepts de base de la finance, mais aussi l'environnement économique dans lequel on vit. OK. Fait que, autant des concepts comme l'offre et la demande, comment ça fonctionne sur le marché du travail, l'imposition, le cash flow, vraiment un ensemble de concepts pour mieux comprendre parce que si tu connais pas les règles du jeu, c'est difficile de sortir gagnant. Exact. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je me rends compte qu'on dirait que, je sais pas si c'est une fausse idée que je me fais, mais que c'est comme si le gouvernement évitait de nous expliquer les règles du jeu pour que justement on soit plus des moutons, genre. Comme... Ben, c'est sûr que si tu regardes, mettons, ce qui est transmis à l'école, C'est ça. c'est très rudimentaire. Encore là, ça fait longtemps que j'ai pas vu les Ouais, cours qu'ils donnent. Ouais. Mais tu sais, à mon époque, tu sais, c'était très superflu ce qu'on apprenait. Puis, Ouais. tu sais, c'est quoi des taxes de vente, les paliers d'imposition, déclaration de revenus et compagnie. Tu sais, même une incorporation, ça consiste en quoi? C'est ça. C'est très, très succinct, là. Puis tu trouves justement, c'est quoi la différence entre, mettons, ton livre puis les livres qui existent déjà? Moi, je pense à des livres comme ceux de Patrick McSween, c'est son nom? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Mon Dieu, pourquoi j'avais toujours Patrick? Je sais pas. J'ai toujours appelé Patrick, je te dis, en plus, je l'ai reçu sur mon podcast un moment donné. Pierre-Yves McSween, Elle investit. Tu sais, c'est quoi la différence entre ton livre puis ces livres-là? Bien, premièrement, tu sais, dans mon podcast, moi, j'aborde tout le temps la bourse, les stratégies d'investissement, Ouais. tout ça. Dans mon livre, c'est pas l'angle que j'ai décidé OK. de couvrir. Puis oui, ça parle des finances, tu sais, les finances personnelles, tout ça, mais c'est plus dans un angle d'ouvrir des horizons, d'ôter des œillères, puis de comprendre qu'il y a d'autres possibilités que d'être un employé salarié à l'heure. OK. Donc, je ne vais pas dans tu sais, tant dans le budget, puis couper sur les dépenses, puis ça. Un peu, Trouver les meilleures aubaines. Puis... Exact, c'est pas Ouais. l'angle sur lequel j'ai décidé de... OK. d'aller. Puis justement, c'est quoi les principales règles du jeu, selon toi, si on en nomme quelques-unes que les gens devraient savoir, là? Ben, tu sais, première des choses, on peut penser... si tu regardes, le monde dit souvent « je suis pas payé à ma juste valeur Mais tu sais, ça vient d'une règle de base qui est l'offre et la demande. Donc, si... d'un côté, il y a des travailleurs qui offrent leur main-d'œuvre, leur connaissance, leur expertise. Puis de l'autre côté, tu as des compagnies qui recherchent justement de la main-d'œuvre, donc qui recherchent des qualifications. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu fais quelque chose que je suis capable de. Un rayon de 10 km, je suis capable de trouver quelqu'un qui le fait, Ouais. tu as moins de valeur qu'une personne qui a beaucoup de compétences particulières ou spécifiques à une industrie, donc tu vas être moins payé que Faut que ce cette soit une personne. rareté de Ben, par plus tes compétences sont recherchées sur Ouais. le marché du travail, plus théoriquement, tu devrais obtenir un meilleur revenu. Oui, puis tu vois, ça me fait penser au fait que, tu sais, admettons, un comptable, ben, quand moi j'étais à l'école, mettons, devenir comptable, c'était quelque chose qui était comme vu comme une bonne profession, puis tout ça. Moi, mon oncle, qui est comptable associé, il va finir, il va sortir de ce domaine-là de pas long. À 60 ans, il faut que tu quittes comme associé. Puis il a dit à ses propres enfants, tu sais, comme que c'est un domaine qui est comme, qu'on ne devrait pas aller dedans parce que l'intelligence artificielle va tellement remplacer de main-d'œuvre au niveau de la comptabilité que pour devenir rare et indispensable dans ce domaine-là, il va falloir que tu sois vraiment compétent et
comme avoir une plus-value plus importante qu'avant, mettons. Ben, c'est parce que la tenue de livre et ces éléments-là, à un moment donné, ça peut systématiser. C'est plus des conseils, mettons, personnalisés à la personne que là, peut-être, tu vas avoir un plus-value que l'intelligence artificielle pourrait ne pas être. Tandis qu'à, mettons, une personne qui s'occupe de réparer des ascenseurs, c'est super rare puis c'est payé super cher. Mais à l'école, moi, au secondaire, on m'a jamais dit que réparer des ascenseurs, c'était payé super cher, tu sais. Fait que rendu là, c'est de faire comme un peu ses propres recherche à savoir comment tu peux... OK, bon, il t'a rendu à 30 ans, là, il est peut-être comme tu veux rester dans le même domaine, par exemple. OK, mais comment tu peux augmenter ta valeur? Puis aussi, c'est une question de mindset, moi, je trouve. Là, beaucoup, en fait, c'est plus tu deviens indispensable à ton employeur, plus tu deviens difficile à remplacer, plus théoriquement ta valeur à ses yeux devrait augmenter. Ou encore du côté des performances, si tu surperformes toute ton équipe, nécessairement, ben, tu as une valeur supérieure aux autres. Donc, tu as un levier de ton bord qui te permet de demander une meilleure rémunération. Non, je suis d'accord. Puis j'aime le concept quand tu dis, les gens qui disent, je suis pas payé à ma valeur, je mérite plus. Pourquoi? Prouve-moi-le. Parce que ça, c'est un ressenti émotif. C'est valide. Tu peux penser que tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu fais ou de ce que tu vaux plutôt. Mais il n'y a rien qui t'empêche de te partir à ton compte, trouver tes propres clients, offrir tes propres produits et services. Puis là, tu vas savoir c'est quoi ta juste valeur. C'est le marché qui décide. Oui. Très d'accord. T'en as-tu une deuxième règle? Une autre règle? Ben, une règle, tu peux penser au concept de les gens, je trouve en général, focalisent sur le fait de minimiser l'impôt qu'ils vont payer au lieu de chercher à faire plus de revenus. C'est comme s'il y avait une phobie de l'impôt, puis que je ne ferai pas d'overtime ou je n'irai pas chercher un deuxième emploi parce que de toute façon, la moitié de ma paye va être mangée en impôt. C'est une philosophie qui est très limitante parce que il n'y a personne qui s'enrichit en évitant de payer de l'impôt. C'est comme ça, c'est en phase 2. Au début, concentre-toi à faire des revenus, puis plus tard, il y a des stratégies fiscales qui te permettent de diminuer ton imposition. Exactement. Puis les gens aussi ont tellement une mauvaise connaissance de l'impôt que quand le monde, moi, quand ça me fait capoter, quand le monde me dit « Oh, mais si je fais plus que 100 000, je vais être imposé à 50 » Là, je suis comme « Ah, t'as rien compris, là. » Il y a une différence entre taux d'imposition marginal, taux d'imposition moyen. Puis, il ne faut pas confondre non plus l'impôt puis les retenues à la source comme le régime des rentes du Québec, la QAP, tout ça. Là. Oui. Puis, c'est pas parce que 50 de ta paye s'en va que c'est de l'impôt. Absolument. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Exact. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à... je me dis peut-être ton livre en parle, mais va t'éduquer un peu sur comment ça fonctionne, le système d'imposition. Parce que c'est une partie de ton salaire qui va à 50 disparaître. Mais comme tu dis, le but, c'est-tu de rester à moindre revenu? Il n'y a personne qui s'est enrichi en recevant son crédit d'impôt de TPS aux 3 mois. Là, je veux dire, c'est pas une stratégie gagnante. Si non, tu veux. Encore là, c'est à la hauteur de tes ambitions. C'est pas juste une question de revenus, c'est une question de t'es-tu à la bonne place dans la vie selon ta propre perspective. Oui, exactement. Non, je suis très d'accord. Puis justement, le monde, il parle beaucoup de frugalité. Beaucoup, beaucoup. Là. C'est comme la tendance, là, c'est comme le mot... qui est ressorti, j'ai l'impression, moi, je sais pas pourquoi, là, dans les dernières années, on parle juste de frugalité, puis de économie, puis de dépenser moins, puis tout ça. Puis je trouve que ça va comme un peu à l'encontre de élever sa valeur, finalement, puis de devenir comme, justement, plus riche. Puis, parce que oui, OK, tu vas peut-être avoir plus d'argent sauvé, mais au final, tu n'as pas plus d'argent. La finalité revient que tu n'as pas plus d'argent. C'est parce que, tu peux pas niveler vers le bas à l'infini. Fait qu'à un moment donné, tu es un peu limité à ce que tu peux épargner, ce que tu peux sauver en termes de dépenses. Des coûts fixes qui reviennent dans le sens de ton logement, l'épicerie, tous ces éléments-là, il faut que tu les payes de toute manière. C'est ça. Puis, bien franchement, c'est pas en coupant un café à 2 piastres chez Tim Hortons que tu vas changer ta situation financière. Là. Fait que le volet de ne pas tomber dans la surconsommation, c'est correct, puis c'est valide, mais c'est juste une partie de l'équation. Il faut jouer aussi sur la colonne des revenus, puis comprendre que c'est pas mal là que ça se passe versus essayer de couper à gauche, à droite. Là. Moi, pour vrai, les termes du café, je suis comme plus capable de l'entendre, là, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est pas cette dépense-là. Puis, tu sais, admettons que tu dis à la personne, coupe ton café, là, puis là, tu vas devenir, mettons, plus riche, tu vas pouvoir te payer telle affaire ou peu importe. Mais c'est tellement des plus gros morceaux, des fois, qui ont des plus gros impacts. Juste de revoir, mettons, ton hypothèque, de renégocier ton hypothèque, va avoir beaucoup plus... ou renégocier tes assurances. Il y a comme des plus gros chunks
que tu peux voir là, avant de penser. Puis moi, c'est ça que je me dis, comme les gens, on dirait qu'ils veulent tellement donner un exemple qui est facile, ils rentrent dans la facilité, plutôt que d'expliquer des concepts qui sont comme beaucoup plus payants, finalement. Là. Ben, c'est parce que, comme tu dis, le poste de dépense café, c'est parce que c'est facile. Tu dis à la personne, écoute, quand tu te rends à ton travail, va pas, tu fais pas le détour, puis au bout de l'année, tu sauves, je sais pas, 300-400 piastres, mais comme tu dis, je veux dire, au niveau des stratégies hypothécaires, des refinancements, tu sais, il y a aussi de ne pas... souvent, tes revenus augmentent, puis en corrélation avec ça, tes dépenses suivent. Donc, ton rythme de vie, tu faisais 60, tu fais 80, mais là, avec ta promotion, tu décides de changer d'auto. Fait qu'en scalant tes dépenses, il te reste pas plus d'épargne au bout de l'équation. C'est ça. Fait que c'est un peu... tu sais, je trouve que le café, ben comme tu dis, c'est un exemple qui revient souvent. Puis moi, personnellement, qui va au Tim Hortons chaque jour? Il y en a quand même, là, mais tu sais, comme, mettons, il y a bien du monde, là, maintenant qu'ils sont en télétravail, puis travaillent de la maison, puis ils vont pas au Tim Hortons, là, fait que je trouve que c'est un exemple qui est tellement... C'est un peu dépassé. C'est dépassé, là, tu sais, fait que, maintenant, il y a des plus gros chunks que tu peux voir, mais moi, j'ai surtout envie que tu me parles de, justement, tu sais, tu parles beaucoup, OK, de nos revenus, de comment... Mais c'est ça, comment qu'on fait pour devenir plus riche? Bien, en fait, c'est comme je te dis, c'est de comprendre qu'il y a d'autres possibilités que d'être un employé payé à l'heure. Tu sais, en partant, il y a le concept d'être payé selon nos résultats, notre performance. Tu peux rester employé, c'est juste que tu vas être rémunéré sous forme de commission. Donc, à ce moment-là, le nombre d'heures que tu passes à travailler n'a pas une corrélation directe avec ton revenu. Fait que c'est plus, exemple, tu as 10 de commission de vente sur telle affaire. Bien, tu vends quelque chose à 10 000, tu ramasses un 1 000 $ que tu aies passé 1 heure, 3 heures ou une semaine pour closer ton deal. Fait que là, la notion d'heures travaillées a moins d'importance, mais c'est là que justement, c'est moins limitatif que des heures travaillées parce que même si tu es super motivé cette semaine, tu ne feras pas 200 heures de travail. Ça se fait juste pas. Fait que, étant donné que c'est une variable qui est très contraignante, en travaillant en commission sur ta performance, sur tes résultats, bien, c'est une façon de facilement augmenter son revenu. Quand les gens ont peur de ça. Là. Les gens ont peur de la non-stabilité. T'sais. Mais à un moment donné, tu n'auras rien de plus, justement, si tu ne prends pas des risques quelconques. Puis ces risques, c'est juste de... Puis comme tu dis, c'est parce qu'il y a un sentiment de sécurité. Tu es sûr qu'à chaque jeudi ou aux 2 semaines, tu reçois la même paie, tu es capable de faire une meilleure prévision de ton budget, tout ça. Mais est-ce que tu préfères être certain de faire 50 ou potentiellement faire 100 000? Puis encore là, selon tes efforts, selon ton rendement. Parce que, tu sais, ce qui est malheureux avec le salaire à l'heure, c'est que la semaine que tu fais une semaine de fou, tu trouves des solutions, tu es super énergétique, puis tu es capable tu produis plein de choses, versus la semaine que tu te traînes les pieds, mais c'est la même paye que tu as aux 2 semaines. Ça. Fait que tu n'as pas d'incitatif à produire plus. Oui, mais pour les gens qui ont des travails, on dit ça, en tout cas un travail qui est vraiment basé là-dessus, comme, mettons, je pense à une infirmière, OK? Vraiment, elle est payée à l'heure, temps supplémentaire, puis elle peut aussi aller en agence, mettons, puis faire un meilleur salaire, mais ça reste à l'heure. C'est quoi, dans ce cas-là, la solution pour augmenter son revenu? Puis... Tu sais, encore là, il y a du monde qui ne peut... Mes solutions, c'est pas des solutions miracles, c'est de s'ouvrir les yeux. Exactement, sur d'autres possibilités. Cette personne-là, est-ce qu'elle travaille de soir, de fin de semaine sur d'autres projets qui peut-être la passionnent et qu'elle pourrait monétiser? Et pas... Tu sais, le travail, c'est une chose, mais tu sais, juste de développer, par exemple, une audience, que ce soit via un podcast, les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, tu peux finir par monétiser ça. Puis à cette heure, c'est tellement large ton public que tu peux choisir un sujet qui est très niché, puis tu vas rejoindre un paquet de monde. Puis après ça, étant donné que ton audience cible est homogène, tu peux offrir des produits ou sponsoriser des trucs qui touchent spécifiquement à ton audience. Il faut juste pas que tu penses que ça... Tu sais, les gens, ils se disent « Ah, mais elle est chanceuse. » Il n'y a aucune chance. Pour vrai, tout le monde travaille fort. Pour obtenir plus de revenus, il y en a qui ont gagné à l'auto, là, mais la plupart des gens, ils travaillent fort. Puis même les gens, comme tu dis, qui sont développés une audience, ça prend énormément de contenu gratuit avant de développer du contenu qui va être payant. C'est comme moi, j'ai fait beaucoup plus de contenu gratuit que de contenu payant, dans le sens que tout mon contenu, en fait, il est gratuit dans le but d'amener du monde à me connaître et à venir sur mon application et après ça, à découvrir
mon service qui est payant. Ben, c'est un peu tout le temps ça, dans le sens que, je te donne un exemple, moi je donne la formation sur le courtage en ligne, sur l'investissement. Ouais. Avant d'écouter mes propos puis mes formations que je donne en ligne, il faut que tu apprennes à me connaître, comprendre c'est quoi mes connaissances, mon point de vue, puis là, il y a une relation de confiance qui peut se construire, un sentiment une certaine notoriété, tout ça. Mais comme tu dis, ça prend du temps, puis ça prend énormément de contenu gratuit, puis c'est vraiment au fil du temps, puis de la constance que là, à un moment donné, tu es capable de monétiser certains segments de ton audience. Exact. Mais puis c'est fou comment les gens vont vite se décourager. Je connais tellement de podcasts qui ont comme 10 épisodes. Après ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est comme, ça s'est pas monétisé. Mon audience n'a pas grossi. Pour vrai, là, avant que je passe à avoir des 7000 écoutes sur un épisode, là, ça a pris beaucoup. J'ai fait 135 épisodes, comme je t'ai dit. Là, comme mes premiers épisodes avaient une centaine d'écoutes, 200 écoutes. Là, ils sont rendus avec 7000 écoutes chaque, parce que les gens, ils repassent au début, tu sais. Mais avant que ça se rende là, j'en ai fait l'épisode, là. Puis au début, c'est ça qui est comme difficile parce que tu mets pas plus ou moins de travail à tes débuts que maintenant. Donc, tu faisais de la recherche, tu essayais de trouver du contenu intéressant, tu enregistrais l'épisode, tu avais le montage, le publier, tout ça, le plugger un peu partout. Puis, tu fais ça pour 100 écoutes, 200 écoutes. Faut que ça soit dans ton mindset de dire, écoute, tu vas être constant, puis sur la durée, ça va fonctionner. Mais c'est pas une affaire de quelques semaines. Non, puis moi, je crois vraiment au concept que c'est de l'exponentiel, là, que tu pars au début, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Puis à un moment donné, pouf! Oui, exact. L'attraction bas. T'es comme, oh, OK, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as juste continué. En plein ça. T'as juste continué. T'as fait la même. Moi, je suis une personne qui est excessivement constante. Moi, je suis dans tout ce que je fais. Je suis excessivement constante à économiser mon argent, à le mettre dans la bourse, excessivement constante à mes entraînements, excessivement... Dans tout ce que je fais, je suis excessivement constante. Puis j'ai des résultats comme que les gens considèrent incroyables, tu sais. Mais il n'y a rien d'incroyable que j'ai fait. Là. J'ai fait aucun move incroyable. Il n'y a rien que je peux te dire que c'est genre, c'est ça. Rien. C'est rare de mettre... Justement, c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est pas nécessairement un choix stratégique que tu as fait. C'est pas une décision, un partenariat. Tout ça, c'est bâti au fil du temps. Puis c'est dur de ne pas réussir. Puis réussir, ça peut être financièrement, ça peut être l'audience, whatever. Exactement. C'est dur de ne pas réussir si tu es constant dans ce que tu fais. Que ce soit l'entraînement, en business, une audience, peu importe. La constance bat souvent tout le reste. Ça bat le talent, ça bat... Parce que être constant, à un moment donné, tu vas dépasser celui qui est un petit peu plus talentueux, un petit peu plus ici. Parce que la constance, c'est ce qui fait que tu restes là dans le temps. Là, je veux dire, après 10 podcasts, t'arrêtes, c'est fini. Oui. Là, t'es rendu à 130. Oui, c'est ça. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça que je trouve que les gens qui justement abandonnent, mais on va voir les résultats de l'abandon. C'est ça. Puis les gens qui vont écouter ce podcast-ci, cet épisode-ci, puis qui vont faire comme « Ah, mais moi, j'ai telle contrainte, j'ai telle... » Parfait. Comme j'ai rien à... Tu pourras pas... Si tu trouves toujours des raisons, il va en avoir. Ben, c'est parce que si tu cherches des excuses, il va en avoir. C'est comme un peu se lancer en affaires. Si tu prends le temps d'évaluer tous les risques potentiels, puis qu'est-ce qui pourrait mal aller, puis c'est quoi les dangers, puis c'est... Ben, tu ne partiras jamais rien parce qu'il n'y a jamais rien que tu pars puis que c'est une garantie puis une certitude. Il y a tout le temps une part de risque quand tu te lances en affaires. Puis c'est un incontournable. Là. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, tu plonges. Là. C'est ça. Puis je connais tellement de monde qui m'écrivent tout le temps. Ils me demandent des conseils sur comment se partir. Puis comme, ils ont une idée, ils ont une affaire. Puis j'ai dit tout le temps, mon conseil numéro 1, combat ta peur. T'as juste peur. Fait que j'ai rien d'autre. Trouve-toi une manière de combattre ta peur. Parce que j'aurais beau te donner 1001 conseils, t'as peur. Exact. Puis, la peur, c'est la peur de quoi? Souvent, on dit la peur de l'échec. Puis, l'échec, on pourrait traduire ça par la peur de manquer d'argent potentiellement. Mais je pense qu'il y a aussi une part de peur du jugement des autres. C'est quoi que les gens vont penser de toi? Parce que, on prend ton exemple, tu étais avocate avant. C'est un titre qui est prestigieux, qui est reconnu, on sait ce que c'est. Versus, écoute, je vais partir une application d'entraînement. OK, c'est carrément deux trucs, puis ça vient toucher. Je vais porter des tailleurs ou je vais m'habiller en... Tu sais, je vais arriver ces réseaux en top de sport en legging. C'est comme... T'as raison, là. Le côté identitaire est vraiment... C'est quelque chose que souvent les gens, ça les limite parce qu'ils sont dans un poste qu'ils n'aiment pas.
mais son gestionnaire pour une compagnie internationale que tout le monde connaît, il y a quelque chose de prestigieux là-dedans. Quand le monde te demande ce que tu fais dans la vie, ben, c'est facile à dire « Ah, moi, je suis ingénieur, je suis gestionnaire de projet, je suis avocate. Ouais. » Versus entrepreneur, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, ben là, c'est comme, là, ça dépend. Le lundi ou le mardi, je vis ma vie, là, Ouais. Fait que c'est... Moi, quand je vais à la douane, là, je dis encore que je suis avocate. Ça passe plus facile. Parce que, Ouais. tu sais, c'est pour ça, puis à un moment donné, faut pas définir qu'est-ce qu'on fait dans la vie comme qu'est-ce qu'on est comme personne. Là. Non, c'est ça. Puis, tu peux être plus riche de par C'est un ça, j'allais métier dire. qui est ultra comme non compris. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des entreprises que c'est quoi cette entreprise-là? plus souvent qu'autrement. Tu sais, c'est parce que n'importe quel business que tu lèves, tu sais, moi, j'ai parti quand j'ai début vingtaine, Ouais. c'était un service d'esthétique automobile à domicile. OK. Je veux dire, partir ça, c'était d'acheter des produits nettoyants, une balayeuse, puis un polisseur, c'est pas Ouais. des grosses dépenses. Je fais du porte-à-porte avec un associé, puis on lave les voitures sur place. Je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans et de ouais. prestigieux, de glamour là-dedans, mais c'est une business qui marche. Là. Tu peux avoir plusieurs équipes, puis tu scales ça, Ben oui. puis... Mais reste qu'au départ, tu fais un bac en administration des affaires, puis après ça, tu dis à tes parents, tu sais quoi, je vais faire du porte-à-porte pour laver des voitures. Il y a quelque chose de... Fait qu'il faut pas être drivé par le jugement des autres, C'est parce ça. que c'est ton argent, c'est ta vie. Puis les gens vont applaudir ton succès seulement quand tu vas l'avoir, le succès. Ils l'applaudiront pas avant. Fait que moi, tout le monde avait comme dans mon entourage des genres de voyons donc elle fait ça. Voyons donc elle fait ça. Mon grand-père, là, il était comme attends, là, ça va faire quoi, Isabelle? Mon grand-père, il a pas de cellulaire. Là. Il était comme ah, ça va faire quoi, Isabelle? Puis là, maintenant, j'ai vu mon grand-père vendredi, puis il dit ouais, fait que là, à la maison, parce qu'il est dans une maison de retraités, il dit il y a les petites filles de mes amis qui nous parlent de toi. Puis là, il est super fier qu'il soit le grand-père d'Isabelle Bonin, genre, parce que là, il y a des filles. Mais tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça fait 3 ans que je fais ça. Puis c'est là qu'il comprend l'impact que j'ai, puis qu'il a appris l'impact que j'ai, puis que là, il est fier. Avant, j'avais aucune comme, impression qu'il était si fier de ce que je faisais, jusqu'à ce que j'aie du succès. Ça va être comme ça pour tout le monde. Absolument. Vous allez vous faire dire que c'est pas une bonne idée. Vous allez vous faire dire que c'est pas stable, que vous allez perdre de l'argent, que c'est pas le temps, qu'on est en future récession, que vous allez vous faire dire tout ça. Là. Absolument. Fait C'est pour ça qu'il faut un peu être immunisé par rapport aux autres. Puis c'est pas nécessairement que ta famille, tes proches, tes amis veulent te donner des mauvais conseils ou veulent te nuire. En fait, pour eux, c'est des bons conseils. Ils veulent ton bien. Ouais. C'est juste qu'ils comprennent pas, ta vision, puis que t'es pas bien dans ce que tu faisais présentement, puis que pour toi, si t'en aller là-dedans, c'est là que tu vas aller chercher, tu vas t'accomplir comme personne. C'est ça. Puis c'est tellement important. Moi, je trouve que, tu sais, même si... au terme salaire, là, je fais moins de salaire parce que je m'en verse moins, puis c'est une décision, puis tout ça. Mais je suis bien plus heureuse. Là. J'ai pas besoin de l'argent, c'est comme un peu... Tu sais, à un moment donné, c'est ce que tu en fais, là, puis c'est ce que tu fais de tes journées. Ouais. Fait que pourquoi tu fais de l'argent? Pose-toi la question, pourquoi tu fais de l'argent? Pour te payer quoi? Moi, mon but premier, c'est d'être libre puis d'avoir du temps. Ben quand j'étais avocate, j'en avais pas de temps. Là. Je faisais juste travailler. Fait que, à un moment donné, c'est quoi mes désirs? C'est quoi mes besoins? Parce que l'aspect monétaire, c'est juste un volet. Là. Mais il faut que, au day-to-day, là, quand tu te lèves le matin, il faut que tu aimes ce que tu fais. Là. C'est ça. Puis la destination, parce que je parle souvent d'objectifs financiers, puis d'en faire plus, puis ça reste tout vrai, sauf que durant le processus, il faut que tu aimes ça aussi. Ouais. La destination est aussi importante que le voyage. Il faut que ça. pendant que tu le fais... Mais surtout que les gens qui font juste économiser pour la retraite, je suis comme, qu'est-ce qui dit que tu vas te rendre en retraite? Là? De un, Comme... puis de deux, tu veux vraiment travailler toute ta vie pour Ouais. mettre de l'argent de côté pour comme tes vieux jours. Ouais. Puis en attendant, tu veux pas vivre ta vie. Là. C'est tu veux ça. pas profiter, puis avoir des expériences. Puis, tu sais, on parle de richesse, mais quand je pense à richesse, pour moi, c'est pas la voiture de sport, puis la Rolex, puis ça peut être ça, si c'est ça qui t'intéresse, mais juste ton alimentation, tes soins de santé, là, ça fait 2 mois que tu as mal dans le dos, mais faut que je sois frugal, fait que j'irai pas chez le physio. Tu sais, pour moi, ça marche pas. Là, fait je suis que, d'accord. pour moi, la richesse, c'est décider qu'est-ce que tu veux manger. Tu sais, il y a du monde qui coupe les fruits et légumes, la viande à l'épicerie parce que ça coûte trop cher. Mais, tu sais, il y a oui, frugal, mais pour moi, c'est aller chercher plus d'argent, c'est aussi d'avoir une vie plus complète, puis une meilleure expérience de vie, une meilleure qualité de vie.
Exact. Puis, tu sais, j'aime le mot en anglais quand wealth, c'est wealth. Tu veux être wealthy. Ouais. C'est ça le but. C'est pas d'être c'est pas d'être riche, c'est d'être wealthy. Ça l'englobe tout. Là, ça l'englobe la santé, ça l'englobe ton argent, ça l'englobe ton bonheur, ça l'englobe tout, être wealthy. Puis c'est ça que moi, je vise. Tu sais, moi, je veux que ma vie soit une vie que je me regarde en arrière, puis à la retraite, je fasse pas comme ah bon, ben au moins j'ai économisé, là, puis là, je peux commencer à vivre. Yes, sir. C'est pas cette. Puis je sais même pas si je vais prendre une retraite, dans le sens que moi, je me dis que je vais avoir des revenus passifs toute ma vie. Là. Je vais mourir, puis ma vie va continuer de m'offrir des revenus passifs. Là, c'est un peu l'idée. Là. C'est l'idée, c'est ça. Puis justement, c'est quoi que les gens peuvent faire pour un peu sortir d'une routine qui leur nuise finalement? Tu sais, le genre de métro, boulot, dodo. Puis là, c'est comme, ben, comment je fais pour sortir de tout ça? Puis arriver à me créer un hobby qui me ramène de l'argent, arriver à juste se défaire de tout ça? Ben, comment? Il y a mille et une manières. Je vais plus te dire comment ne pas le faire. Puis c'est en cherchant un raccourci, en cherchant une manière de faire de l'argent facile puis des rendements incroyables. Il n'y a pas de raccourci. Plus souvent qu'autrement, c'est des fausses promesses. Tu vois ça sur YouTube, comment faire 20 000 $ par mois, devenir millionnaire en 90 jours. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Fait que comment le faire? Comme je te dis, il y a une multitude de trucs, que ce soit justement un deuxième emploi, puis là, le deuxième emploi, ça peut être temporaire, ça peut être, comme je te dis, te rediriger vers une carrière, même à salaire égal ou moindre, que tu es mieux. L'idée monétaire, c'est sûr que c'est un sujet comme tout le temps sous-jacent, mais je pense qu'il faut que tu trouves une manière de faire plus d'argent qui te convient. Ouais. Fait que tantôt on parlait d'audience, ça peut être, c'est partir une business. Puis partir une business, des fois les gens pensent que il faut avoir des milliers de dollars pour se lancer en affaires, mais il y a une façon de le faire comme stratégiquement. Ben oui. Puis quitter sa job du jour au lendemain, puis sur un coup de tête, ça marchera pas. Mais tu vois ça souvent, le monde dit, pour se lancer, il faut que ça soit pas de tête de plan B, puis c'est all-in, puis c'est bien le fun à dire. Je suis tellement pas d'accord, là. Ben, je trouve, honnêtement, c'est la pire affaire, parce que ton stress, autant financier que personnel, va être dans le tapis. T'as pas préparé le terrain pour ça, t'as pas de fonds d'urgence nécessairement. La transition va être épouvantable, puis faut vraiment que ça marche. Tu vas dépendre de ta clientèle, fait que tu vas offrir un service vraiment moins bon, moi, je pense. Ben, ou tout simplement, ça va planter, puis tu vas dire, ah, vois-tu, je n'étais pas faite pour ça. Ouais. Ben, ça a peut-être été juste mal fait. Tes fondations n'étaient pas bonnes. Durant la transition, il y a une manière de soit réduire tes heures à ton travail principal. Ouais. Tu peux faire tes contrats de soir, de fin de semaine, mais comme je te dis, ça va venir avec des sacrifices. Si tu veux travailler puis le soir être sur Netflix, il n'y a rien qui va se passer. Exactement. Puis tu sais, moi je me dis, si tu as quelque chose que tu aimes, ça peut sûrement se rentabiliser parce que quand tu aimes quelque chose, tu es nécessairement meilleur. Puis moi, je connais plein de monde qui n'ont pas étudié dans un domaine, puis pourtant, c'est eux que j'engage parce que je les trouve vraiment meilleurs parce qu'ils sont passionnés. Ils aiment ça. Puis ça paraît, puis c'est ça qui fait que justement, comme on disait au début, tu sais, quand tu crées des compétences puis tu deviens comme une plus-value, bien moi, j'engage des gens. Hey, mon marketing, là, il est fait par quelqu'un qui n'a pas étudié en marketing. Là. Mais elle aime ça, puis elle en mange, puis elle est bonne. C'est elle que j'engage. Ça transparaît. Puis son travail est meilleur que la fille qui a étudié en marketing. Fait que, rendu là, comme c'est une question que toi, si tu es capable de rentabiliser quelque chose que tu aimes, sans que ça te fasse chier de le rentabiliser, parce que honnêtement, il y a des gens que ça leur fait perdre leur passion. Tu sais, ça, c'est correct aussi. Puis tu peux peut-être le découvrir aussi. Peut-être que tu vas découvrir que comme si tu faisais du tout ou rien, tu lâchais ta job, puis tu t'en allais, je sais pas moi, tu fais du vélo, puis là, tu décides, OK, moi, je vais me faire genre, ça va être ma job, là, je vais être créateur de contenu du vélo. Ça te fait perdre toute ta passion autour du vélo parce qu'il faut que tu en fasses tout le temps, il faut que tu fasses juste ça, puis tout ça. Mais peut-être que c'était pas une bonne idée, là, tu sais. Effectivement. Fait que c'est du laisser-erreur, mais si tu fais tout ou rien, tu pourras pas faire laisser-erreur. Il va falloir que tu te pitches à 100%. Tu vas te tromper une fois. Ouais, c'est ça. T'auras pas le... T'as pas de marge de manœuvre. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, justement, il y a une portion du livre qui explique un peu cette transition-là, puis il y a une manière stratégique de le faire, autant financièrement que comment développer un produit minimum viable, comment le tester, comment avoir un feel justement du marché par rapport à ce que tu veux offrir. Est-ce que tu peux le faire de manière pro bono au début, là, gratuitement, pour justement tester un peu ça, des tarifs réduits. Peut-être que toi, tu veux te rediriger dans un autre domaine. Peut-être que tu pourrais devenir un employé dans ce domaine-là pour ultimement développer ta business par rapport à ça. Il y a beaucoup de... Ben oui. C'est pas juste de se dire, je veux faire ça, j'aime pas ma job, fait que je m'en vais puis je me lance là-dedans, parce que c'est sûr que si tu fais ça, ben, les odds sont contre toi. Là. Ouais. Tu penses qu'il faut combien, mettons, de coussins financiers pour dire, OK, là, je peux comme
me lancer? Ben ça, je peux pas mettre un chiffre spécifique, mais je peux mettre, tu sais, grosso modo, tout dépendamment, c'est quoi tes dépenses fixes. Là. Je parle pas les dépenses que si ça tente d'aller à telle place, ça va. Tes dépenses qui reviennent, qui sont immanquables. Ouais. Tu prends ça, tu les additionnes, tes dépenses mensuelles, puis tu fais x3 ou x6. À quel point? Parce que si tu lâches ta job complètement, peut-être que 6 mois, c'est pas mal plus nécessaire. Si tu es capable d'avoir des revenus d'appoint durant le processus, un 3 mois, mais tu sais, c'est sûr que plus t'en as, mieux c'est parce que ton focus va être à la bonne place. Si tu es constamment en train de te dire comment je vais faire payer mon logement, mon hypothèque, tu n'es pas en train de penser à développer ta business, tu es en train de te demander comment tu vas faire pour survivre. Fait qu'au minimum, 3 mois de dépenses, mais tant qu'à moi, c'est pas suffisant si tu lances une affaire. Ben, t'as-tu vu? Sauf que un an. J'étais super confortable. J'étais comme, tout peut chier. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est très bien. C'est vraiment, tu sais, je pense que tu t'es vraiment padé. Puis ça a fonctionné aussi. Mais je suis une personne aussi qui vit avec peu. Tu sais, moi, j'ai pas de paiement de char. Très difficile pour la moyenne de dire économise un an de dépenses. Là. J'ai pas de paiement de char. J'avais de l'immobilier. Fait que là, mes loyers payaient mon hypothèque. Ça se payait tout le temps. Fait que là, j'avais pas vraiment de loyer. Pas de paiement de char parce que j'avais payé mon auto en cash. Ma bouffe, dans ce temps-là, j'avais une collaboration pour tous mes soupers. Fait que là, mes repas étaient payés. Fait que là, il me restait genre une micro-épicerie avec mon chum à 2 à payer. Puis c'est tout, là. Fait que tes coûts fixes étaient très bas. Très bas. À ce moment-là, multiplier ça par 12, c'est quand même ça équivalait à quelqu'un d'autre à 3 mois. Mettons, pour vrai, là, genre, j'avais tellement pas de coûts fixes. Quand j'ai dit à mon chum que je veux m'essayer, dans le fond, j'avais juste le fait que je perdais potentiellement 1 an de salaire d'avocate qui était de l'argent que j'aurais pu gagner, que là, je faisais, je le gagnerais pas. Fait que je savais juste ça que j'étais fait comme, c'est ça, mais je gagne 1 an de liberté d'horaire pour faire mon projet puis voir où ça peut s'en aller. Mais avant de prendre cette décision-là, comme tu dis, j'ai fait tester. Ça faisait comme... Moi, j'ai commencé à envoyer des vidéos de moi à mes amis en août 2020, puis j'ai lâché mon travail. Ma dernière journée de travail, c'était le 4 juillet 2021. Fait que quasi 1 an avant que je lâche mon travail. Fait que je faisais ça comme en sideline, le matin tôt, le soir tard. Puis des entraînements que tu envoyais? Oui, la fois, j'envoyais moi qui s'entraînais en vidéo à mes amis. OK, je comprends. La fois, c'était vraiment pour mes amis au début. Là, c'était genre, je vais t'envoyer comme... Est-ce que tes billets? Non. Non. Au début, c'était vraiment c'était juste comme mon ami qui me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner? » Puis genre « je vais pas te l'expliquer, c'est trop compliqué, je vais te le filmer. » Nice. Fait que je le filmais, puis j'ai envoyé. Puis là, elle en parlait avec ses amis. Puis là, le mot s'est passé. Puis là, je vais je vais le faire sur Facebook. Ça va être plus simple, comme sur un groupe Facebook. Puis là, après ça, le groupe Facebook, c'est comme, hey, moi, je me lève super tôt pour vous faire l'entraînement. Vous êtes genre 50 à faire mes entraînements. Pouvez-vous me donner 15$, genre? Puis c'est de même. Nice. Fait que là, le Noël, dans mon fois, jusqu'à Noël, je chargeais pas. Puis là, Noël, j'ai chargé 15$ pour per personne, qui ont fait mon 2 semaines durant Noël. OK. Puis après ça, j'ai fait à partir du mois de mars, du mensuel. C'est genre, tu me payes le mois, puis tu fais mes vidéos. Puis là, j'ai lâché ma job en juin. C'était-tu en live ou c'était préenregistré? Ouais, c'était en live. OK. Ouais, fait que j'allais avant le travail. Fait que j'allais à 6 heures faire mon live. Okay. Puis après, j'allais travailler. Je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça quand on dit de tu te débrouilles puis tu travailles. Là. Oui. Comme, moi, on s'entend, là, c'était très rushant. Oui. T'avais une pression à deliver ça, plus t'avais encore ton travail. J'avais mon travail, puis mon travail, dans ce temps-là, j'étais avocate dans une entreprise, puis c'était la crise de la COVID. Là. Genre, je gérais bien des affaires, tu sais. Mais moi, mon entraînement, c'était mon loisir. C'était pas ça me stressait pas de m'entraîner en live. Au contraire, j'avais hâte. Chaque matin, il fallait que j'invente un nouveau workout. J'étais heureuse. J'étais genre, ça partait bien ma journée. J'étais heureuse toute la journée grâce à ça, tu sais. Fait que moi, ça n'a pas été quelque chose de souffrant, là, de faire ça, là. Mais, à un moment donné, ça devenait souffrant de keep up la clientèle, de keep up les questions. C'était plus ça qui était souffrant. C'était genre, là, il faut que je t'ajoute dans mon groupe Facebook. Et j'avais pris une adjointe, OK? Puis mon adjointe s'occupait de genre rentrer le monde dans le groupe Facebook puis des déliter quand... La job, c'était ça. Mais elle me bouffait tout mon argent, là. Dans ce que... fait que moi, tu payais pour arriver à tout faire ça. À fond, ça me ramenait aucun... À la finale, il y avait 0 profit, là. Je faisais juste runner quelque chose qui s'auto-payait, mais il n'y avait aucun profit à la fin du compte, là. Mais à chaque fois que je demandais à mon boss, mettons, au mois d'avril, j'ai demandé 3 vendredis de congé de suite en disant je vais avoir des semaines de 4 jours. Okay. Il y avait Pâques plus, fait que ça faisait comme 1 mois j'avais des semaines de 4 jours. Bien, mon revenu a genre, dans ce mois-là, triplé quand j'ai eu ces jours-là pour travailler entièrement. Du côté de ta business. Ouais, sur ma business. Fait que là, j'ai fait, OK, quand je travaille sur ma business,
ça marche. Ça décolle. Ça décolle. Fait qu'il me faut du temps. C'est ça l'incitatif. Puis là, ça a été ça que j'ai découvert. Je suis comme, quand j'ai demandé justement mes 4 jours de congé, ben il y avait Pâques plus 3 jours. J'ai fait, OK, je démissionne. Genre, ça a fonctionné. Je me suis prouvé à moi-même que si je travaillais sur mon entreprise, ça marcherait. Fait que j'ai donné ma démission en juin. Puis en 4 juillet, c'était ma dernière journée. Fait que tu sais, c'est ça quand on dit que c'est du travail puis qu'à un moment donné, ça me ramenait aucun profit, là. Fait hey, je me suis engagée une adjointe. J'avais même pas d'entreprise. C'est comme... T'sais? Mais ça commence souvent de même. C'est souvent un peu bric-à-brac. Ouais. Puis au fil du temps, ben là, justement, tu mets la structure là-dedans, puis tu commences à t'impliquer pour vrai. Ouais. Déléguer va venir, ça va arriver quand même, mais faut que tu délègues puis qu'il en reste, parce que sinon... Ben oui, parce que là, moi, je l'ai fait l'inverse, parce que j'étais comme, le jour où je vais démissionner, j'y crois, puis tout, là, mais j'ai fait un peu à l'envers, là, tu sais. Mais ça a marché, tu sais, dans le sens que moi, je le voyais tellement le potentiel, puis j'étais comme... Je vais le faire, je vais y arriver, j'ai une méthode différente, puis j'y crois, puis j'aime tellement ça, puis tout ça. Mais c'est ça, il faut que tu crois en toi, puis il faut que tu fasses des sacrifices, puis il faut que tu mettes le temps que ça va prendre. Puis comme tu dis, il n'y aura pas de 20 000 par mois du jour au lendemain. Là. Malheureusement, non. Non, c'est ça. Bon, autre question. Pour les gens qui ont des rêves super grands, puis des revenus qui ne correspondent pas à ces rêves-là, c'est quoi que tu suggères? Ça, il faut faire attention, par contre, parce que, tu sais, les ambitions puis les rêves, c'est une chose, puis après ça, ta capacité à le faire, c'est une autre. Dans le sens que faut que les babines suivent les bottines, là, parce que faut que tes ambitions, faut que tu regardes aussi ta volonté à travailler, ta volonté à sacrifier peut-être d'autres activités, ta famille, ta blonde, tout ça, durant un temps, du moins, que tu vas te focaliser sur ton objectif. Puis des objectifs financiers ambitieux, tout le monde en a. Là. Pas besoin de Statistique Canada. Là, tout le monde va te dire qu'il veut être millionnaire, puis faire ci, puis ça. Fait que après ça, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Puis à ce moment-là, il faut que les deux se rejoignent. Là, parce que, tu sais, des rêves ambitieux, si tu veux pas faire de sacrifices, puis je veux 1 million, mais je veux travailler 35 heures semaine, puis avoir mes fins de semaine, puis mes soirs, ça marche pas. Là. C'est rare pour vrai des gens qui sont à faire 1 million, puis que aujourd'hui, peut-être que quand tu regardes leur horaire, ils font 35 heures semaine, puis mais c'est rare que ça a commencé de même. C'est quoi le processus en arrière? Ça fait combien de temps? Je veux dire, oui, peut-être là, mais ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent comme un malade. Puis c'est le bout que les gens voient pas. Ils voient le overnight success. Là, tout d'un coup, il est rendu là. Et il a travaillé dans son sous-sol en attendant. Ça fait genre 7 ans qu'il fait ça. Là, puis là, tu vois qu'il fait 35 heures semaine. Mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est ça. Je trouve que les gens, des fois, comme tu dis, ils rêvent à des choses qui sont impossibles selon ce qu'ils font comme travail, comme effort, finalement. Puis ça, c'est sans compter faire du gros fric, là, faut que tu délivres de quoi. Il y a quelque chose derrière ça. Fait que, faut que tu sois capable d'offrir cette valeur-là, puis de gérer le stress qui vient avec ça. Je veux dire, pour deliver quelque chose, tu as peut-être des payrolls des 40 000 de paye qui passent aux 2 semaines. Je veux dire, si le fric arrête de rentrer, il faut que la roue tourne, là, parce que sinon, tu es mal pris sur un temps. Fait que c'est ce stress supplémentaire-là, pour atteindre des chiffres astronomiques, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de vivre ce stress-là. Des fois, c'est que les gens aussi vont atteindre le rêve qu'ils pensaient qu'il était leur rêve, puis ils vont faire « Oh, Seigneur, c'était pas mon rêve, finalement. » Ben ça, c'est l'autre volet. Au début, je veux faire 100 000. Après ça, quand tu vas faire 100 000, tu vas vouloir faire 250. Quand tu fais le 250, c'est un demi-million. Puis quand tu fais le demi-million, ça n'arrêtera pas. C'est parce qu'il faut pas que l'objectif financier soit ta drive. C'est que ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, es-tu excité de faire tes tâches, tes responsabilités? Puis là, ta vie va bien aller. Et moi, j'ai réalisé que j'avais plus de désir. J'ai réalisé que j'ai plus de rêve. On dirait que ma vie que je vis actuellement est ma vie de rêve. Là. Ça m'empêche de croître. T'es tellement bien que tu dis, moi, je fais ça le restant de mes jours. J'ai peur que ma vie bouge. Là. J'ai peur que comme ça change, puis que ça crash, puis que je sois plus heureuse, genre. Fait qu'on dirait que je me auto-limite. J'ai le problème inverse, genre. Mais je me demande si c'est réellement une problématique, parce que si t'es heureuse là-dedans, t'es peut-être en meilleure place. C'est peut-être la pression sociale des autres qui disent « Hey, Isabelle, tu devrais faire plus, puis ta croissance, puis... » Mais tu sais, si t'es bien là-dedans, il n'y a rien qui te force à décupler. Tu me donnes $1 million, là, il s'en va dans le compte de banque. J'ai aucun, besoin de millionnaire. Comme j'ai aucun... je ferais juste réinvestir dans ma business pour que ma business soit plus grosse, parce que ma business, c'est ce qui me rend heureuse. Fait on dirait que c'est là que je suis comme, moi, mes rêves sont sous mes revenus, genre. Ça, c'est la meilleure place. Puis tu sais,
tant qu'à moi, il y a un threshold, il y a un revenu que tu arrives à un moment donné, je sais pas si c'est 80 000 ou peu importe le revenu que c'est, mais qu'après ça, l'over que ça te produit, oui, ça, tu peux aller chercher du luxe, tu peux aller chercher des investissements, un paquet d'autres choses, mais tant que tu as ton minimum, après ça, ce sera plus l'argent ton motivateur, ça va être autre chose de plus que ça. Là. Ta mission, ta valeur. Ah, c'est des missions. Moi, je trouve que quand tu as une mission de vie, là, c'est fou comment c'est drivant. Oui. Ouais. Parce que tu sais pourquoi tu lèves le matin. C'est ça. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu trouves que les gens font dans leurs finances? Oh boy. Les erreurs les plus courantes, je te dirais... Première affaire, le côté tout le temps frugal de limiter ses dépenses. Tu veux pas avoir trop de revenus pour pas trop payer d'impôts, puis tu veux pas trop non plus dépenser. Fait que c'est plus l'idée de tout le temps penser à se restreindre au lieu de passer à un autre niveau, de chercher à dire c'est quoi mes forces, c'est quoi mes intérêts, puis comment je peux les monétiser, comment je peux aller chercher plus de revenus. Est-ce que je pourrais me trouver une job que j'aime plus, puis... Ouais. Fait que les finances, je pense qu'il y a un manque d'éducation financière qui amène justement les gens à faire qui les amène dans le surendettement, que c'est l'utilisation des cartes de crédit, ça, c'en est une. Le monde se sert de ça pour financer des choses au lieu de l'utiliser comme outil transactionnel. C'est une carte de crédit, là, ça devrait être l'outil que tu prends pour acheter pas mal tout. Parce que, un, ça te protège mieux de la fraude, puis deux, tu peux avoir soit des remises en argent, du cashback, des points récompenses, tout ça. Mais l'argent, il faut que tu l'aies. Là. C'est juste que le monde... Moi, une carte de crédit, pour moi, c'est une carte de débit avec des avantages. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que c'est juste ça. Parce que sinon, tu t'en sers, puis étant donné que tu finances tes achats, souvent des achats que tu n'as pas nécessairement besoin en plus, ben là, tu commences une cycle d'endettement. Oui. Moi, je pense que pour vrai, un des erreurs que je vois, c'est juste la mauvaise, comme tu dis, éducation, puis la mauvaise information que les gens se redisent tout le temps. Tu sais, comme ils se redisent qu'ils vont être imposés à 50 parce qu'ils ne se sont pas éduqués sur comment ça marche, les taux d'imposition. Puis juste d'avoir un discours qui est faux dans ta tête. C'est plein de fausses croyances. Puis de méconnaissance des mécaniques financiers qui les amènent à... C'est dur de prendre des décisions éclairées quand tu n'as pas les vraies informations puis tu n'as pas la compréhension des rouages financiers. Exactement, c'est ça. Fait éduquez-vous, la gang. C'est important. C'est important. Puis justement, c'est quoi ton conseil clé pour prendre le contrôle de ses finances? Bien, premièrement, faut que tu sois capable d'identifier c'est quoi tes forces, c'est quoi tes intérêts. Parce que si tu capitalises sur tes forces puis tes intérêts, tu as un avantage concurrentiel vis-à-vis ceux qui se lancent là-dedans, mais qui y vont pour le cash, tandis que toi, tu y vas parce que c'est ta vibe, c'est ce que t'aimes. Fait que quand tu vas vers ta passion ou tes forces naturelles, là, je parle, t'es-tu un gars manuel, t'es-tu un gars plus intellectuel ou de la programmation versus tu vas bâtir des trucs. Quand tu te diriges vers quelque chose que tu es avantagé naturellement, ben tu as un edge sur les autres. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, tu prennes du recul puis tu te dis, moi, par rapport aux autres, que c'est que j'aime, puis c'est quoi que je ferais gratuitement dans lequel je suis bon, puis va là-dedans, puis monétise-le. Oui. Puis moi, je dis souvent, quand tu as beaucoup parlé de comme, faut que tu connaisses ta valeur, puis tout ça, puis moi, pour vrai, j'avais fait ça dans mon travail, puis si les gens veulent le faire, tu sais, si, mettons, tu as une job, puis tu dis, moi, je veux rester dans cette job-là, mais je veux élever ma valeur dans ma job, soit comme... Mais moi, j'avais fait un document Excel, là, puis à chaque fois que j'amenais une rentabilité dans l'entreprise de mon boss, je le notais. Que ce soit de sauver de l'argent, que ce soit d'y faire de l'argent, d'y faire économiser de l'argent, peu importe comment je réussis à faire quelque chose, parce que moi, j'avais pas de boni, j'avais pas de... Je suis pas payée à la commission, là, je suis payée à l'heure. Ouais. Mais quand je voulais négocier ma promotion... Avec ta feuille, j'ai fait ça, ça. Cette année, là, je t'ai fait sauver 650 000 $. T'as quand même un... Fait que combien de commissions tu me donnes là-dessus, là? Fait que, mais si tu le regardes pas, puis tu l'écris pas, puis toi-même, tu le réalises pas, ce que tu fais de plus que les autres, ben pourquoi tu aurais plus que les autres? Absolument. Puis si tu fais rien de plus que les autres, ben je m'excuse, mais tu vas rester là. Comme, ça bougera pas de ça. Ça bougera pas, là. À un moment donné, c'est les efforts qui sont récompensés dans tout. Dans n'importe quelle sphère de ta vie, c'est les efforts qui sont récompensés. Fait que moi, c'est ça qui me frustre, c'est quand, comme tu disais au début, les gens qui disent « Ah, je mérite plus », ben prouve-le. Puis analyse-le, analyse-toi, prends des notes, regarde-le, ce que tu amènes de plus. À chaque jour, finis ta journée, qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres aujourd'hui? Très vrai. Comme moi, c'est ça que j'ai fait, puis que ce qui m'a amené qu'à 26 ans, ben j'étais directrice juridique d'une entreprise. Fait que faites ça, la gang. On va finir avec mes questions en rafale. Vas-y. Ta suggestion de lecture?
Lecture... ton livre? Je pense que c'est sûr mon livre là-dedans, mais sinon, un autre livre, je te dirais Start with Why de je l'ai lu. C'est mon Simon Sinek. Mon ancien président, Okay. où j'étais avocat, justement, m'a fait lire, comme ma deuxième lecture qu'il m'a fait lire, c'était ce livre-là. Pour moi, ça a vraiment changé ma philosophie, autant personnelle que pour mes business. C'est que je vais tout le temps me poser la question pourquoi je le fais. Puis ça va driver le comment, puis le qu'est-ce que je vais offrir. Je pense que je vais le relire, pour vrai. Ça fait comme 4 ans que j'ai lu ce livre-là. Je pense que je vais le relire. Puis il est traduit en français pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Commencer par le pourquoi. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est un très bonne suggestion. Ta suggestion podcast? C'est sûr que je pense que je ne vais pas rejoindre tant ton audience parce que, personnellement, j'écoute juste des podcasts sur l'actualité économique, les données boursières. Mais tes premiers épisodes de podcast, comme je t'ai dit, moi, je les trouvais vraiment pour tout le monde. Là, c'est quoi ton podcast, c'est Trader 360? C'est Finance 360 avec Alex Demers. C'est sûr qu'au début, comme je te dis, c'était l'équivalent de lancer une business. Fait que je tâtais le terrain. Fait qu'au début, c'était beaucoup plus finances personnelles, puis les rudiments de comment se lancer en affaires, comment commencer à investir. Puis au fil du temps, j'ai comme redessiné mon podcast, puis vraiment... courtage. Courtage en ligne, puis la bourse, tout ça. Là. Fait que c'est sûr, de mon côté, c'est... T'écoutes ça? Ouais, que ça. C'est comme qu'est-ce que t'écoutes? Motley Fool Money, qui les autres cherchent à chaque jour, ils sortent un nouveau podcast. Chaque jour? Ouais, chaque jour. Oh my God! Les autres, justement, ils ont beaucoup de contenu, fait que ça permet d'avoir leur point de vue sur les résultats financiers, les données économiques... Canadian Investor aussi, Looney Hour, tous des podcasts en anglais. Uniquement là-dessus. J'ai pas vraiment de temps libre autre que... Quand j'écoute un podcast, ça va être ça. Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est écrivez finance sur genre Spotify, puis ce que vous voulez apprendre. Impôts du Québec. Tu vas apprendre ça, écris sur Spotify. Genre, tu vas trouver. Là. Ton meilleur conseil bien-être? Mais... Comme ça va un peu faire le wrap-up de tout ce que je parle depuis le début, c'est que pour être bien, il faut que tu aies le sentiment d'être libre, il faut que tu aies le sentiment d'être à la bonne place. Fait que je trouve que c'est important, puis justement dans mon livre, je l'aborde, c'est important de prendre une pause dans notre routine effrénée qu'on vit à tous les jours, puis se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans mon environnement de travail? Est-ce que les tâches, les responsabilités que j'ai me conviennent? Parce que t'es pas en prison, là, je veux dire, c'est un emploi, puis ta vie t'appartient. C'est une démocratie, là. Premièrement, puis deuxièmement, c'est un sentiment que t'es coincé là, parce que tu as des obligations financières, l'hypothèque, l'auto, tout ça, mais il y a des possibilités. Mais pour vrai, fais une recherche Indeed, là, genre Job Boom ou whatever, tu vas voir à quel point il y a de la job. Là. Fait que c'est toi qui se mets dans cette... Si t'es pas heureux, là, c'est ton foutu problème. Là. Mais souvent, c'est même pas... Ils sont malheureux, mais c'est même pas... C'est inconscient un peu, ils sont juste pognés dans leur beat. Fait que ça se lève le matin, ça punch in, ça punch out, puis ça arrive le soir, c'est brûlé, ça s'occupe des enfants, tout ça, ça se couche, puis repeat. Fait que des fois, de prendre une pause, ça peut t'amener à avoir des réflexions qui vont te faire prendre d'autres décisions qui vont t'amener ailleurs. Genre une fin de semaine que tu prends comme pour ça, genre. Tu sais, que tu dis que j'ai pas d'engagement aucun, là, go, je me fais une avant-midi, je me pose des questions. Ça va être très payant. Fait que je pense que ça va être le devoir pour nos auditeurs. Ça va être de prendre une avant-midi puis de se poser des questions sur comment tu te sens. Où peut-on te trouver sur les réseaux, les internets, tout ça? Premièrement, tu as mon podcast Finance 360 avec Alex Demers sur Spotify, Apple Podcasts, également sur YouTube. Puis sinon, pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie, c'est... Tu fais des TikTok? Je fais des TikTok. Je vais aller voir ça. Ouais, je suis pas super actif, là, mais je prends souvent des parcelles de mon podcast puis je les subdivise en petites vidéos. Mais je suis sur TikTok également. Fait Alex Traders 360, normalement, vous allez me trouver un peu partout. Parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant, Merci différent. Je pense que ça va faire du bien à mes... Ça va leur parler dans le casse un petit peu. J'espère. Bonne journée, la gang!